Le PDG de Havas Paris est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Julien Carrette. Bonjour. Vous avez pris la tête de Havas Paris en 2017 après le départ d'Agathe Bousquet pour votre concurrent Publicis. Votre mission, transformer l'agence vers un nouveau modèle. Qu'est-ce qui n'allait pas ou qu'est-ce qui n'allait plus ? D'abord, ça allait quand même plutôt bien puisque en 2017, nous avons fait de la croissance et dans une année présidentielle à plus d'un titre, puisqu'on a changé de président dans le pays et c'est souvent des moments compliqués dans lesquels les entreprises hésitent ou repoussent des investissements. Défavorable pour le milieu de la publicité ? Parfois, on a vu dans les dernières présidentielles que des opérations financières pouvaient être repoussées, que certaines transformations d'entreprises pouvaient être décalées dans le temps, certains investissements aussi repoussés. Donc on sait que ce sont des séquences complexes pour nos métiers. Et puis en effet, vous l'indiquiez en introduction, on a changé le management de l'agence. Et pourtant, dans cette année-là, on fait de la croissance, environ 2,5% de croissance, 81,6 millions de business. Ça fait d'Havas Paris la troisième agence, je pense, du marché français, même si les classements ne sont pas tous officiels. Et donc, je dirais d'abord, c'est une agence qui a un business extrêmement stable, extrêmement solide. Maintenant, évidemment, comme toute entreprise et comme chacun de nos clients, on est soumis à une transformation du business, une transformation du marché qui fait qu'on a voulu continuer de prendre de l'avance et continuer de transformer l'agence et son modèle. Lorsque vous évoquiez la croissance, vous parliez de la marge brute, parce que c'est ça qui compte dans votre métier, c'est pas le chiffre d'affaires, hein, c'est bien ça ? Absolument, c'est que la marge brute, c'est le chiffre d'affaires moins les frais. Parce qu'évidemment, dans des métiers comme les nôtres, vous pouvez vendre des campagnes et à ce moment-là, quand vous produisez des choses, quand vous achetez du papier, quand vous produisez un film, quand vous produisez du digital, vous retirez les frais de production pour n'avoir que la vraie valeur ajoutée. Et la valeur ajoutée, c'est du conseil, de la création, du management de projet et c'est pas des acquisitions de frais externes. Et donc, quelle marge brute en 2016 et quelle marge brute en 2017 sur votre exercice ? 2016, 79 millions et quelques et 2017, 81,6 millions, ce qui fait 2,5% de croissance. Donc, une entreprise en croissance, en même temps, une entreprise dans un secteur chahuté. On recevait il y a quelques mois dans cette émission, sur ce plateau, le PDG d'Accenture qui expliquait que les acquisitions allaient se poursuivre et en particulier ou notamment dans le marketing digital. Ils ont même une filiale pour ça, Accenture Interactive. Quand vous voyez ces géants du conseil et des services aux entreprises venir vous attaquer sur votre cœur de métier, est-ce que ça vous oblige à évoluer ? D'abord, je le prends bien parce que je me dis ça doit être un métier passionnant, intéressant, sexy pour que des grands groupes internationaux comme ceux que vous mentionnez aient envie de faire des acquisitions, soit de talents, on a vu des gens débauchés, soit d'entreprises en faisant des acquisitions. Donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait un métier stratégique, de croissance, intéressant et qui attire les convoitises. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands que vous. Alors, oui et non, c'est-à-dire que grâce à la consolidation d'Havas dans Vivendi, on a aujourd'hui une assise financière qui est fantastique et qui fait de nous un très grand groupe de classe mondiale de communication. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle par rapport au rapport de force. Et on sait que c'est une des clés, c'est qu'il y a quand même des enjeux de puissance, des enjeux d'industrialisation dans nos métiers. Mais aussi, je crois que ce que ça dit, c'est que dans nos métiers, et c'est là où il ne faut pas verser dans l'hystérie non plus de la peur de l'arrivée de ces nouveaux acteurs, c'est que le conseil en communication, c'est un vrai métier. C'est-à-dire quand vous avez une entreprise comme la nôtre, avec 500 personnes qui tous les jours conseillent des clients sur leur stratégie d'influence, du design, une campagne de publicité, un événement qui rentre dans les sujets subtils de représentation, d'image, de design, de mise en scène, ce sont des vrais métiers. Ce sont des gens qui ont passé 5, 10, 15, 20 ans à développer ces savoir-faire. Et donc, c'est pas possible de dire, juste en faisant une acquisition, on va rentrer dans cette culture du conseil en communication. Et ça, je crois qu'on l'oublie un petit peu en ayant juste une analyse macro de « je suis un grand groupe, j'acquiers une agence ». C'est différent de « j'ai développé un vrai savoir-faire, je suis rentré dans les subtilités du métier ». Et je crois que quand on voit le nombre de salariés directs des agences de communication et indirects de tout l'écosystème qui nous entoure, c'est vraiment un très gros secteur en termes de savoir-faire de l'économie française. Il y a cette pression-là dont on vient parler des grands groupes de conseil et de services qui ont également effectivement déjà un très large portefeuille de clients avec qui ils peuvent proposer des services de communication mais aussi d'autres services en complément, donc peut-être des offres plus globales. Vous avez une autre concurrence très forte, c'est celle des GAFA, ces géants américains du web, avec un chiffre que je voudrais évoquer. 20% des investissements publicitaires dans le monde pourraient être contrôlés par Google et Facebook à eux seuls, contre
11% en 2012. C'est un chiffre de Zenith, une filiale de Publicis. Quand vous voyez ces gigantesques acteurs, avec la force de frappe qu'on leur connaît, qui captent une telle part des investissements publicitaires, vous les considérez comme les agences de conseil, c'est-à-dire comme des concurrents comme les autres, ou est-ce que vous craignez pour votre survie? D'abord, c'est quand même d'abord et avant tout des partenaires. C'est-à-dire que dans notre vie quotidienne, on passe notre temps avec les marques à construire des dispositifs, à imaginer des campagnes, à imaginer des stratégies sociales sur ces plateformes. Donc je veux dire, le premier sujet, c'est que ce sont d'abord des partenaires, et d'ailleurs des partenaires de talent, parce qu'on peut développer des choses assez formidables et assez originales avec eux. Et puis ils ont créé des modèles ahurissant. Facebook aujourd'hui, c'est le nouveau TF1, c'est-à-dire que l'ensemble des Français sont sur ces réseaux sociaux et les pratiquent au quotidien. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une problématique, d'abord, de puissance, c'est que quand vous avez un poids très important sur un marché, vous créez des distorsions de concurrence, et là, il y a ces sujets-là, notamment avec des sujets fiscaux, avec des sujets de réglementation. Et puis, il y a un deuxième problème, c'est qu'on a structuré le marché des médias en France avec des tiers pour mesurer la performance, pour mesurer l'audience, et là, on a des gens qui sont jugés partis, c'est-à-dire qui produisent leur propre contenu et qui en mesurent les éléments de performance. Et ça crée une situation, je pense, compliquée et pas acceptable à certains égards pour nous, parce qu'on doit pouvoir prouver aux marques que l'audience qui leur est garantie est la bonne, que ce ne sont pas des robots qui ont cliqué, que les messages qu'on a produits sur ces plateformes ont été justement distribués aux bonnes personnes et dans le bon contexte. Et quelle entité, alors, dans ce cas-là, doit prendre en charge cette mesure indépendante des audiences publicitaires? Je pense que c'est un des sujets qui est sur la table et que regarde l'UDA, la ACC, ces grands acteurs et le gouvernement, c'est comment on peut inventer un système pour réguler cette mesure, en produire des chiffres qui soient objectifs et qui permettent à tout le monde de travailler beaucoup plus sereinement. Je faisais dernièrement une campagne avec un des grands clients de l'agence. J'avais des mesures extrêmement précises sur la télé, sur la presse. Et quand je suis arrivé sur l'ensemble du digital, alors on faisait du brand content avec un producteur de contenu, des nouveaux formats sur Twitter, des formats Facebook, etc. Et à la fin, j'avais une vingtaine de % de l'investissement digital que j'étais capable de mesurer finement en termes de performance. Je pense que demain, il faut qu'on soit au même standard qu'avec les autres grands médias. Je vous pose la question, Julien Carrette. Vous disiez que ces acteurs, les GAFA, étaient des partenaires. Mais alors justement, lorsque vous allez les voir pour leur exprimer votre désaccord justement sur ce manque d'indépendance dans la mesure des audiences publicitaires, ils vous répondent quoi? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tout simplement pas face à leur poids en mesure de négocier? Alors d'abord, c'est vrai que ce qui est complexe, c'est que ce sont des acteurs souvent américains, ou en tout cas de très grande taille et souvent d'origine américaine, et qu'une grande partie des décisions stratégiques sont prises au siège de ces sociétés. Donc je dirais, oui, on va les voir en France et on est content de discuter. Et d'ailleurs, on a plutôt des gens très réceptifs et qui ont compris que l'intégration dans le paysage politique, social, économique français était clé pour la bonne santé et la bonne marche de ces entreprises. Mais c'est vrai que quand il s'agit d'algorithmes, on l'a vu avec Facebook cette semaine, quand il s'agit de modèles économiques, quand il s'agit de grands choix industriels, c'est fait au siège et aux États-Unis. Donc c'est plutôt là-bas qu'on va discuter avec les dirigeants du groupe, Yannick Bolloré, Dominique Delport et d'autres dans le groupe. On va discuter justement de ces questions-là au niveau global. Et ils écoutent ou vous avez une fin de non-recevoir? Ils écoutent parce qu'ils partent aussi du principe qu'ils sont dans un écosystème et que cet écosystème, il n'est pas unilatéral. C'est-à-dire qu'il faut travailler avec les marques, il faut travailler avec les agences, avec les créatifs, il faut travailler avec les gens qui mesurent l'influence, avec les gens qui mesurent les conversations sur les réseaux sociaux, et donc ils sont prêts à écouter. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont une telle puissance aujourd'hui qu'il y a une partie des messages qui nous semblent pouvoir être entendus, il y a une partie sur lesquels probablement un rapport de force est utile. On voit que le gouvernement est en train, au niveau européen, de mener des combats sur ces sujets-là, sur des sujets fiscaux, sur les sujets d'emploi. Je pense que c'est nécessaire parce qu'il ne faut pas être naïf dans cette concurrence et il faut à la fois collaborer et à la fois marquer les limites quand elles sont franchies. Merci Julien Carrette d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG de Havas Paris.